Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Nous sommes avec David Bavrez, qui est installé à Hong Kong. Il est investisseur français, installé à Hong Kong depuis près de 10 ans. C'est l'heure donc de sa grande interview. On va beaucoup parler de Chine, bien évidemment, puisque son dernier ouvrage s'intitule « Chine, Europe, le grand tournant » aux éditions Le Passeur. Il est paru quand? Il n'y a pas très longtemps. Il est paru il y a un mois. Il y a un mois. Donc, récent ouvrage. Première question, David Bavrez. Ce tournant, ce grand tournant, comme vous l'appelez, Chine-Europe, il serait lié à quoi? À la crise Covid-19? Il s'est passé quelque chose? Alors, pour moi, il s'est passé quelque chose, oui. Depuis que je suis né, c'est le plus grand événement auquel j'ai été confronté. Donc, il y a forcément un message. Et il est forcément suffisamment fort qu'il tient en une phrase. Et pour moi, c'est que nous passons d'un monde de 700 millions de privilégiés occidentaux, européens et américains, comme on a vécu jusqu'à présent, à une planète de 8 milliards d'habitants. Donc le monde fait x10. Les problèmes sont maintenant planétaires. Donc en 2008, on a eu la crise financière, on a pensé qu'en mettant de la dette, c'était résolu. Là, elle est sanitaire, donc elle touche tout le monde, les milliardaires comme les pauvres, les Chinois comme les Américains, comme les Européens. Et donc, qui dit problème planétaire, dit solution planétaire. Et en fait, le point d'action, on le voit très bien, si vous faites x10, si vous passez de 700 millions à 7 milliards, il n'y a qu'une solution, c'est la digitalisation. Et donc ce que je vois en Chine, ce grand tournant, c'est l'accélération de la digitalisation qui fait que c'est la seule manière d'organiser la vie pour 7 à 8 milliards d'habitants. Donc c'est ça le grand tournant. Et pourquoi un grand tournant, l'Europe et la Chine? C'est que jusqu'à présent, nous sommes tournés systématiquement vers les États-Unis. Et je dis, nous, Européens, surtout à une époque où la Chine et les États-Unis rentrent en paix froide, nous avons une chance européenne de pouvoir nous tourner vers les deux et essayer de jouer chacun des deux écosystèmes en notre faveur. C'est-à-dire que finalement, l'allié naturel, l'allié historique, les États-Unis, vous dites, c'est pas forcément le seul allié qu'on peut avoir. Quand on voit ce qu'ils font avec le Danemark, Danemark, quand on est dans une bataille, il faut choisir un camp. Vous voyez ce qu'ils font avec le Danemark, je dis, méfions-nous des faux amis. Et donc, regardons notamment tous les nouveaux business models qui se développent en Chine. Moi, ce qui me frappe quand je dis accélération... La Chine est vraiment très en avance d'un point de vue économie numérique, digitalisation. Alors, pas partout. Mais vous prenez l'e-commerce, on pensait que l'e-commerce plafonnait à 20-30% de pénétration, là on est à 30% et ça continue de s'accélérer. Et c'est parce que les Chinois ont inventé de nouveaux business models autour de l'e-commerce, donc le social commerce, où je fusionne réseaux sociaux et entertainment et divertissement. Donc j'invente le shopping en ligne, parce que nous on n'a pas du tout, nous on a du buying en ligne, on fait juste des achats. Là c'est le shopping, donc le côté émotionnel par le live streaming. Et puis, on voit d'autre part ce qu'on appelle le community group buying, donc l'achat à plusieurs, de manière à avoir des réductions. Et donc, c'est ce que Groupon avait essayé de faire, qui n'a jamais marché chez nous, parce qu'il n'y avait pas de repeat business. Et là, on le voit dans la distribution alimentaire. Et on voit qu'il y a le Covid. C'est-à-dire concrètement la distribution alimentaire? C'est-à-dire que le Covid a fait que nous avons pris l'habitude de commander de la nourriture chez nous. Le problème en Europe, c'est que le panier moyen est de 25 €, vos coûts de livraison sont de 7 €, donc ça ne marche pas. En Chine, quand vous vivez dans une tour de 50 étages, la densité de population fait que vous pouvez commander pour toute la tour et le coût de livraison, il descend à 10%. Et c'est pour ça que ça marche. Donc c'est de l'achat communautaire groupé dans l'alimentaire pour de la livraison à domicile. Et qui est un repeat business, donc votre coût d'acquisition du client, vous pouvez l'amortir sur suffisamment de chiffre d'affaires. Alors, vous parlez dans cet ouvrage, juste pour expliquer un peu comment vous l'avez conçu, donc ce sont des dialogues fictifs que vous imaginez entre le président de la République populaire de Chine et des experts européens. Et plutôt vers la fin, les deux derniers chapitres adressent plus particulièrement la question justement de la digitalisation. Et vous dites que la grande tendance finalement, c'est après avoir numérisé et mis en lumière la numérisation du B2C, là on s'oriente vers le B2B. Oui, absolument. Et le très bon exemple que vous avez, c'est l'environnement. Prenez l'environnement. On annonce une neutralité carbone. Nous, Européens et Américains, on dit 2050. Les Chinois disent 2060. Donc on pense que nous, Européens, on est en avance de 10 ans sur la Chine. En réalité, moi, je compare cet objectif de neutralité par rapport au pic des émissions de carbone. Chez nous, elle est en 1990. Donc on se donne 60 ans pour résoudre le problème. En Chine, le pic est en 2030. Donc la Chine se donne seulement 30 ans pour résoudre le problème, qui est 3 à 5 fois plus élevé en Chine, parce que le PNB continue de croître pendant ces 30 années. Donc en fait, il faut que la Chine travaille quasiment entre 6 et 10 fois
plus rapidement que chez nous. Et le seul moyen de le faire... Le travail sur l'environnement passe par la numérisation. Absolument, parce que pourquoi... Parce qu'il y a certains discours qui opposent les deux, technologie. Vous prenez le secteur énergétique, vous prenez les CAPEX, il y a moins de 5% qui a été dans le digital. Tous ces grands groupes pétroliers qui aujourd'hui sont attaqués, c'est parce qu'ils n'ont jamais investi dans le digital. Et vous voyez bien qu'on va marier hardware et software. Regardez la société Schneider, elle a racheté Aveva en 2017-2018 en disant le futur de l'énergie. Si on veut donner le droit à l'énergie à l'ensemble de la planète, la seule solution, c'est de marier hardware et software. Et ça, c'est ce que la Chine ambitionne de faire. Alors pourtant, on a vu la Chine freiner sur le Bitcoin, par exemple, pour des questions environnementales, parce que ça réactivait des centrales à charbon. Alors, le Bitcoin, pour moi, c'est Al Capone. C'est-à-dire que le Bitcoin... C'est-à-dire Al Capone, on l'a mis en prison, non pas parce que c'était un mafieux, mais parce qu'il faisait de la fraude fiscale. Et là, le Bitcoin, on va le mettre en prison, non pas parce que c'est un pied de nez à toutes les banques centrales, en disant nous n'avons plus confiance dans nos monnaies, donc on achète ce Bitcoin qui sort de nulle part. En réalité, on va l'interdire effectivement pour des raisons environnementales, parce que 2/3 des bitcoins ont été minés en Chine, et les 3 dernières années, 95% des nouveaux bitcoins viennent de Chine. Et la Chine, du coup, va rater potentiellement ses objectifs environnementaux. Donc on voit bien qu'il y a quand même une opposition entre la croissance du numérique et la préoccupation environnementale. Alors, si vous faites des bitcoins qui ne servent à rien, oui. Mais si vous faites des monnaies digitales sur lesquelles se fondent des business models, avec typiquement la blockchain qui vous permet de créer une confiance numérique qui n'existe pas, et vous facilitez le business, là, les monnaies digitales servent à quelque chose. Et c'est pour ça que le futur, pour moi, c'est beaucoup plus le RMB digital que la Chine va lancer en début 2022 au moment des Jeux Olympiques, parce que là, je crois que oui, on va créer des business models à partir du Bitcoin, et pas seulement acheter des tableaux chez Christie's à 70 millions de dollars. Bon, et d'ailleurs, la Chine est plutôt pro-crypto-monnaie, puisqu'elle teste en ce moment son e-yuan. Alors, les crypto-monnaies, la crypto-monnaie, qu'elle contrôle. Oui, c'est ça. Alors, dans cette bataille vers le numérique, vous êtes un investisseur français à Hong Kong. On a l'impression, quand on vous lit, pas seulement dans cet ouvrage, mais aussi les précédents, que vous avez besoin encore de convaincre les investisseurs qu'il y a un intérêt à s'intéresser au marché chinois. C'est Ray Diallo, qui est un des plus brillants investisseurs américains, qui dit « Les fonds globaux sont investis 3% en Chine », qui est 15% de la croissance, 15% du PNB mondial et 30% de la croissance mondiale. Donc il dit, moi, j'ai jamais vu une telle anomalie d'allocation d'actifs. Oui. Et on l'a vu l'an dernier, parce que les Américains ont mis 150 milliards de dollars en Chine, ce qui n'était jamais arrivé, pendant que Donald Trump hurlait. Et ils voudraient aujourd'hui que nous, Européens, on n'ait plus le droit d'y investir, puisque l'accord global d'investissement qu'on a signé avec la Chine au mois de décembre, les États-Unis nous disent il faut le déchirer. Mais par contre, la semaine dernière, Goldman Sachs continue à faire un accord avec ICBC en Chine, la plus grande banque de Chine. Donc, c'est exactement comme avec les Danois. Méfions-nous de nos faux amis qui disent interdit de faire du business en Chine, mais nous, on n'en a jamais fait autant. Il y a une certaine crainte aussi, sans doute, de la part des investisseurs. Si je prends l'exemple d'Alibaba, d'ailleurs, vous en parlez aussi dans votre livre, donc le géant du commerce en ligne qui a vu son patron disparaître quand même pendant quelques temps. Alors, le problème, c'était qu'on a décrit ça en Europe, en Occident, comme une reprise en main du gouvernement contre les sociétés numériques chinoises. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est une forme de régulation autoritaire. Moi, ma lecture, c'était que le business model de Ant Financial Services, puisqu'il s'agissait de la filiale financière, était un business model... Il n'a pas pu donc faire son introduction IPO, parce que son business model était contre l'intérêt de la Chine. Vous empruntiez l'épargne des campagnes et vous prêtiez à de jeunes Chinoises à 30% par an pour s'acheter des produits de luxe. Ce n'est pas avec ça que vous construisez le futur d'un pays. Donc, on voit, au contraire, la Chine organisée, il n'y a jamais de monopole privé en Chine. Donc, il y a une grande différence dans la réglementation digitale. Chez nous, on part des données personnelles. Donc moi, depuis 2 ans, je tape toute la journée, j'accepte, parce que c'est RGPD. Ça n'a pas vraiment changé mon expérience digitale. En Chine, le gouvernement dit, le problème de cette industrie digitale, c'est qu'il n'y a pas de coût marginal. Donc elle est par nature monopolistique. The winner takes it all, comme on dit en anglais. Et donc je dois intervenir. Et donc je m'efforce toujours que s'il y a un monopole qui est en train de se former, pas une société privée, je lui mets un concurrent privé. Donc c'est pour ça que Tencent est en train de concurrencer Alibaba, Pinduoduo concurrence Alibaba et ByteDance concurrence Tencent. Donc c'est ça la manière de réguler. Elle part du business model, alors que nous, elle part des libertés individuelles.
Alors, j'ai reçu ici Fleur Pellerin qui proposait un autre axe d'alliance pour l'Europe avec la Corée. Ça vous semble intéressant à envisager? Absolument, non, il faut pas, je ne veux pas dire qu'il faut regarder avec la Chine. La Corée, pour moi, va être un grand concurrent des Américains dans le numérique. La Corée, c'est 60 millions de personnes qui ont un PNB par tête élevé. Et donc, les États-Unis vont continuer à résoudre les problèmes des riches. Donc, le super smartphone, il va toujours être inventé par la Californie. Donc, c'est ce que j'appelle les business models à la Uber. Le taxi que vous prenez à forte valeur ajoutée, vous avez la traçabilité, la voiture est propre, il y a une bouteille d'eau. Ça, les États-Unis vont toujours être les leaders. La Chine, c'est en fait les business models pour les pauvres, pour les 90% de la planète. Et c'est Blablacar. Donc, c'est l'économie du partage. Donc, aller en Corée pour concurrencer les Américains sur les problèmes des riches, et puis aller en Chine pour les problèmes des 90% planétaires qui doivent avoir accès à la croissance mondiale. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire aller en Chine, regarder du côté de l'Asie, trouver des alliances? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? À quoi pourrait ressembler cette relation qu'on nouerait avec la Chine, à la fois d'un point de vue numérique, mais de manière plus générale, d'un point de vue économique? Alors, il faut abandonner le concept de réciprocité, qui est ce qu'ont nos hommes politiques en tête. La réciprocité, pour moi, c'est la pire des relations humaines. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il faut penser à la complémentarité. Donc, il faut regarder une chaîne de valeur et dire où est-ce que nous, Européens, nous avons encore une force dont la Chine a besoin. Et typiquement, de manière très schématique, la Chine a un réseau de distribution incroyable, avec une population très très large, et nous avons le contenu. Donc, pensez Ubisoft, Tencent. Tencent prend 10% d'Ubisoft. Ben, Ubisoft a du contenu de jeux vidéo, mais ils ne savent pas le mettre sur mobile encore. Et la spécialité de la Chine, c'est de le mettre sur mobile pour gagner justement 7 à 8 milliards de clients potentiels. Donc c'est comme ça qu'on s'allie. Mais ce n'est pas en faisant de la réciprocité, en disant je te donne ça que si tu me donnes ça. Ça ne marche pas. Alors, on va arriver au terme de ce grand entretien avec l'interview express. Je vous pose des questions très courtes, assez ouvertes, et vous répondez de manière aussi spontanée que possible. Je vais vous lancer sur un premier mot. Quels sont vos rêves, David Bavrez? Le rêve, c'est le grand tournant, c'est que justement, Chine et Europe arrivent à se parler beaucoup plus, qu'on fasse au XXIe siècle ce que l'Europe et les États-Unis ont fait au XXe. Et vos peurs? Alors, j'ai pas de peur. Non, c'est pas ce qui me. C'est peut-être mon défaut en tant qu'investisseur. Je suis généralement beaucoup trop optimiste et je regarde pas suffisamment le downside. Mais c'est pour ça que, en général, je dis dans le livre le mot de Modeste France à Jean Monnet: vous avez réussi parce que vous ne saviez pas que c'était impoble. Vos interrogations, peut-être? Vous avez des interrogations? Alors, ça, des interrogations, j'en ai tous les jours. C'est Voltaire qui disait: on juge un homme non pas à la qualité de ses réponses, donc ignorez tout ce que je vous dis, mais à la qualité de ses questions. Donc c'est ça qui compte. Une idée fixe? Non. Chine avec l'Europe? Non, ça, j'ai pas d'idée fixe. Non, le monde est VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Donc l'idée fixe, c'est le mur de Berlin et on a gagné. C'est ma génération. Je vois les 10-15 ans. Vous ne pouvez pas avoir de conviction avec une idée fixe. Le monde n'arrête pas de changer. Et comment vous voyez la prochaine révolution numérique en Chine? Mais elle n'est pas prochaine, elle est là. Elle est là tous les jours. Le changement, c'est vraiment le B2C au B2B. Et donc, c'est la finance, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la nutrition. C'est tout ce qu'on n'a pas touché. Ce sont toutes les industries où je ne suis pas client. Je ne suis pas traité comme un client. Et AI, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la redécouverte du client. Puisque vous allez me connaître et vous allez m'offrir une offre personnalisée au moindre coût. Donc vous savez, nos cours de stratégie, c'était soit vous vous différenciez, soit vous êtes le producteur à moindre coût, et là vous êtes les deux à la fois. Et ça s'appelle TikTok, et ça prend 20% du marché publicitaire online en Chine dans l'espace de 2-3 ans. Donc ça va se passer partout. Merci beaucoup, David Bavrez. D'ailleurs, je vous remercie, mais vous restez avec moi. On a à suivre un rendez-vous avec l'espace. Et Cécilia Sévry va nous rejoindre pour partir à la découverte de Titan, le plus gros satellite de Saturne.